bienvenue sous les lambris de la librairie, votre espace feutré pour le grand pas de côté. Installez-vous, nous vous retrouvons ici le 2e et le 4e dimanche du mois pour une échappée où même loin de votre couette et de votre canapé, vous vous sentirez heureux comme un chat. Dans l'épisode du jour, je vous présente la princesse de Clèves. Alors ne montez pas sur vos grands chevaux en disant oui c'est nul, c'est vieux, plus personne ne lit. Alors si vous savez qui a dit cette phrase à l'époque de plus personne ne lit la princesse de Clèves, peut-être que si vous l'aviez lu monsieur, vous n'auriez pas fini en prison. Ce n'est que mon avis. Pourquoi je dis ça? Parce que le thème de ce livre, c'est l'intégrité. On vous remet dans le contexte. Ce livre a été écrit par Madame de Lafayette. Est-ce qu'il a vraiment été écrit par elle? On ne sait pas. Alors en fait, on sait que c'est elle qui l'a écrit, mais en fait, toute sa vie, elle a nié que c'était elle. En fait, il faut vous rendre compte en fait de l'onde de choc qu'a été la publication de ce livre. On est en 1678 et Madame de Lafayette a juste créé un nouveau style littéraire. Il y a eu un avant et un après La Princesse de Clèves. En fait, ce livre a été publié sans auteur. On ne sait pas qui l'a fait. C'est un incendie médiatique. Pourquoi? Parce que avant elle, un roman, ça dure des plombs, ça fait 5000 pages, c'est très long, c'est encore. Mais surtout, c'est des aventures extérieures. Ça veut dire, ça va être un roman de pirates, ça va être des batailles, ça va être tout ce que vous voulez en extérieur, des conquêtes. C'est ça les romans à l'époque. Avec Madame de Lafayette et la Princesse de Clèves, on est sur un autre type de voyage, on est sur un voyage intérieur. La zone en fait de découverte, ça va être le cerveau de Mademoiselle de Chartres. Alors, comment vous expliquer pourquoi ça a eu un tel impact? En fait, l'histoire de la Princesse de Clèves, ça va être juste, comment dire, les dessous de la cour de Louis XIV. On est, donc je vous ai dit, en 1678. Madame de Lafayette a transcrit son texte pour que ça se passe sous la cour d'Henri II. Mais sous couvert de déplacer sur la cour d'Henri II, elle va critiquer toute l'hypocrisie de la cour. De sa cour à elle, tout ce qu'elle connaît. Parce que Madame de Lafayette, elle fraye dans cet univers. Elle sait qui est qui, elle sait qui fait quoi, elle connaît les faux semblants, elle connaît les mensonges, les manipulations. Et elle n'aime pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va écrire. Souvent, on pense, et par exemple à la Révolution française, que tout ce qui était les salons, c'était des cafés où effectivement les salons étaient tenus par des femmes. Les salons tenaient les femmes. Et les salons, c'est pas juste un groupe de nanas qui se réunit, qui boit du thé, du café ou du chocolat, parce qu'à l'époque c'était la grande mode, pour refaire le monde. Non, 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 ce sont des femmes qui se posent, qui échangent, qui invitent les plus grands philosophes de l'époque et qui vont parler et qui vont changer le monde. Pour info, ce texte-là, il a été écrit. Est-ce qu'ils ont participé de près ou de loin, en tout cas ils étaient là, avec quand même de La Rochefoucauld et ses maximes. Donc on n'est pas sur n'importe qui était quand même un homme réputé autant pour son cynisme que pour sa lucidité. Elle a aussi été aidée par le poète Segrin. C'est-à-dire que, en fait, son texte, avant les romans, ça faisait 5000 pages, ça durait des plombs, et c'était un peu comme ce que je fais à l'heure actuelle dans le podcast, mais elle, on était sur de la précision chirurgicale. Le texte est très court, très concis, alors par rapport au livre de l'époque, mais c'est à chaque fois, elle lance un missile et il va à la bonne place. C'est pour ça que ça a choqué à l'époque. En fait, pourquoi elle a toujours nié être l'autrice de ce livre-là? Tout simplement parce que à l'époque, une femme qui écrit, ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Et quand bien même ça aurait existé, ça ne se fait pas. Les femmes ne sont pas faites pour avoir un cerveau, pour s'en servir et pour parler à haute voix. Non. Donc en fait, elle a profité du succès. En fait, elle a laissé son livre vivre sa vie. C'est quand même énorme ce qu'elle a fait. Vraiment. Donc, si elle avait dit que c'était elle qui avait écrit le texte, elle aurait subi une déchéance sociale et son livre n'aurait pas été aussi reconnu. Donc en fait, là, l'histoire, pour vous la planter, pour vous dire à quel point c'est révolutionnaire, déjà c'est dans le cerveau d'une femme que ça se passe, et surtout,
C'est l'histoire de Mademoiselle de Chartres. Mademoiselle de Chartres, elle a une mère qui va l'éduquer selon des principes, mais selon un code de valeurs assez innovant pour l'époque, c'est-à-dire que elle ne va jamais l'éduquer dans une vertu religieuse, dans la vertu morale, c'est absolument pas ça. En fait, elle va lui apprendre dès son plus jeune âge que l'amour est un piège qui détruit l'intégrité. Et ça, c'est quelque chose que Madame de Volanges aurait pu apprendre elle aussi. C'est vraiment, dès le début de sa vie, de son éducation, de sa naissance, elle la met en garde contre ça. On est loin de la mère qui va pousser sa fille à se marier le plus vite possible pour trouver un rang, pour trouver de l'argent, quitte à prendre des amants. Non, 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 non. Là, on est dans un univers où la mère lui dit l'amour détruit l'intégrité. C'est pour ça que le personnage de Mademoiselle de Chartres va être complètement aberrant pour l'époque. Mais si on le transcrivait à l'époque de maintenant, Twitter aurait explosé. Vraiment. Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, donc, Mademoiselle de Chartres grandit, l'âge arrive et elle se marie avec le prince de Clèves. Bien évidemment, si elle devient la princesse de Clèves, c'est qu'elle se marie avec le prince de Clèves. Et en fait, je vous ai dit, elle a une valeur morale intense. C'est son intégrité qui passe avant tout. L'intégrité, l'amour détruit l'intégrité, donc en gros, il n'y a pas d'amour. Elle n'aime pas son mari, au sens premier du terme. Par contre, elle a une profonde estime pour lui et elle le respecte énormément. Mais à l'époque, c'est pas vraiment la tendance. Le mariage, en fait, il est basé sur le respect. Sauf que il manque quelque chose justement à ce mariage qui est le désir. Il faut un minimum de désir dans la vie pour avancer, à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est la différence entre quand vous mangez, c'est la différence entre un plat qui vous plaît, et ok, c'est bon, j'ai mangé, je suis sympa, je suis resté en vie, c'est cool, c'était agréable, mais imaginez toute votre vie où vous ne mangez jamais de fondant au chocolat, où vous ne mangez jamais de meringue, et ça, non, ça c'est inconcevable. Vous voyez ce côté, c'est super bon, j'en veux, j'en ai pas, voilà, j'en ai pas besoin, mais voilà, c'est ce qui manque à la princesse de Clèves. Et évidemment, c'est par là que le mur de sa forteresse va un peu se fissurer. En fait, pourquoi ce livre a choqué? Tout simplement parce que à l'époque de Madame de Lafayette, en fait, tout le monde a des amants et des maîtresses. On ne va pas se mentir. C'est le règne des hypocrites. C'est le bal des hypocrites. Tout le monde sait, tout le monde parle, tout le monde cancane. Donc, quand vous avez un texte où l'on parle d'intégrité d'une femme qui va épouser un homme, sachant qu'elle ne l'aime pas, mais qu'elle ne le trompera pas parce qu'elle est dans le respect de ce mariage, de ses vœux, c'est un scandale. Pour nous, ça nous fait à peu près rigoler à l'heure actuelle de dire non mais attends, déjà pourquoi à l'époque tout le monde se mariait si c'était pour se tromper. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout dans le même système de valeurs. Donc pour nous, on peut rigoler avec 400 ans d'écart, en disant oui, comme certains avaient dit que plus personne ne lit La Princesse de Clèves et ce genre de billevesées. Mais pourquoi? Parce que on est sur un roman qui va casser les codes et surtout qui va avoir un effet miroir sur la société de l'époque en disant que mais comment ça, elle se marie et qu'elle prend pas d'amant? Et comment ça, elle se marie et elle respecte son mari? Mais en fait, ça se fait pas. Et vraiment, à l'époque, ça a été vraiment pas normal. Parce que, en fait, le prince de Clèves va devenir celui qu'on a appelé le premier mari tragique. Parce qu'en fait, lui, il veut être aimé, il veut avoir une femme qui le désire, une femme qui clairement a envie de lui, et alors, pas forcément qui lui dit, parce que encore une fois, ça ne se dit pas. Et en fait, elle lui offre quelque chose qui est plus sacré, plus important, à savoir son intégrité. C'est-à-dire que avec cette femme, avec la princesse de Clèves, il est assuré de ne pas être cocu. Et à l'époque, c'est quand même relativement important. Mais
quelque part, ça le diminue en tant qu'homme parce que ça veut dire, mon Dieu, soit ma femme ne plaît à personne. Vous voyez, on est quand même dans ce jeu un peu, je vais pas dire pervers, mais dans ce jeu de, en tout cas malsain plutôt que pervers, mais dans ce jeu malsain de, oui, mais ma femme doit être désirable, désirante, mais en gros, si elle n'est pas désirée par d'autres, bah en fait, je suis mariée à une plante verte. Alors oui, d'accord, elle-même, elle me respecte, d'accord, mais il n'y a pas ce petit feu. Et vous voyez, là, dans cette littérature et dans cette époque-là, c'est pas du tout le même type de désir, en fait. Donc, elle est honnête avec son mari en lui disant, non, je ne vous aime pas, je n'ai pas de désir pour vous, j'ai du respect. Vous imaginez un homme qui vit ça dans son couple, de oui, ok, en gros, on est coloc, on est partenaire, je ferai mon devoir conjugal, mais ça s'arrêtera là. C'est quand même pas facile à vivre, et vous imaginez en plus que c'est une femme qui ose faire ça, qui impose son désir ou son non-désir à son mari dans une société où bah, la femme n'a pas ce droit en fait. Mais là, la princesse de Clèves prend ce droit, Madame de Lafayette lui donne ce droit. Donc vraiment, ça a été pour la société de l'époque, ça a vraiment été insupportable à lire en fait. Et là, donc il y a le mariage, le mari, le couple, on découvre comment il fonctionne. Et un jour, il y a la rencontre. La rencontre qui va faire s'ébrécher la forteresse de l'intégrité, à savoir le duc de Nemours. Qui est le duc de Nemours? C'est le séducteur. C'est un peu le Valmont de Madame de Lafayette. Il séduit énormément de femmes et bien évidemment, il tombe amoureux, on ne peut pas vraiment appeler ça de l'amour. En tout cas, il remarque la princesse de Clèves, mais elle aussi le remarque. Et donc, pour elle, c'est le petit truc dans le ventre où elle se dit ok. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand bal. Et le bal, il est donné par le roi. Et le roi, ce que le roi veut, dit le roi veut, le roi obtient. Donc, pendant ce bal, il oblige le duc de Nemours et la princesse de Clèves à danser ensemble. Et imaginez la scène finale une des scènes finales de la scène de bal de en français, c'est quoi le titre? Il était une fois de Disney, avec Patrick Dempsey et Amy Adams qui sont habillés en magnifique Disney et qui dansent et qui se trouvent en fait tout le visuel, toute la pièce, tout le monde est magnifique et ils se rendent compte à ce moment-là qu'ils tombent amoureux. Vous voyez la scène où avec la musique magnifique, je suis amoureuse de cette scène. Et en fait, c'est ce qui se passe. Ils ont tout pompé à Madame de Lafayette. En fait, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que ils sont tellement beaux, le duc et la princesse, que tout s'arrête en fait dans la salle. Tout le monde s'arrête pour les voir parce qu'ils sont beaux. Tous les deux, ils sont beaux à pleurer et eux-mêmes tombent amoureux l'un de l'autre, l'une de l'autre, sans même se dire un mot. Amour, emprise, passion, c'est un autre débat, mais en tout cas, le loup est dans la bergerie, le renard dans le poulailler, ce que vous voulez. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui va commencer à faire un peu vaciller la princesse. Plus tard, dans les pages qui suivent, en fait, vous voyez le duc de Nemours qui va voler un médaillon avec le visage de la princesse. Et là, elle est perdue. Selon son intégrité, selon son propre code de valeur. À chaque fois, les personnages que je vous présente, ils ont leur valeur, leur système de valeur. Donc, c'est vraiment toujours selon leur propre système de valeur. Et là, en fait, elle est bloquée parce que si elle le dit qu'elle l'a vu voler, ça veut dire qu'elle le regardait, et ça ne se fait absolument pas de regarder un autre homme que son mari parce qu'elle est mariée et que, en gros, les autres hommes n'existent pas. Donc, premier problème selon son système de valeur à elle. En plus de ça, si elle ne dit rien, elle devient complice de vol. Donc, c'est compliqué. Pour elle, elle est un bug. C'est erreur 404. Donc là, en fait, elle prend la décision de ne rien dire.
pour elle, c'est énorme parce qu'elle se rend, selon son propre critère, son propre système de valeurs, elle se rend coupable de vol. Le temps passe, évidemment, tout ne se passe pas sur la même soirée. Le temps passe et là, c'est elle qui se fait prendre en défaut. À savoir que... alors, c'est pas vraiment qu'elle se fait prendre en défaut, mais un peu quand même. Elle le regarde, parce qu'à l'époque, vous savez, il n'y avait pas de photos. Maintenant, on est tous sur Internet avec nos photos, nos selfies, tout ce que vous voulez. À l'époque, c'est un peu plus compliqué, même si on est dans le même délire. Mais on se fait des peintures. Là, à l'époque, le médaillon, c'était un médaillon avec sa tête à elle. Là, elle le trouve sur une peinture et elle le regarde, elle le fixe. Il y a tout un jeu sur des rubans de soie enroulés autour d'une canne. Je ne vais pas vous faire un dessin sur l'érotisme, encore une fois, l'érotisme de la scène selon les critères de la société de Louis XIV. Encore une fois, remettez dans le contexte, très important. Mais à l'époque, cette scène, elle fait scandale. Pas le fait qu'elle soit amoureuse de lui et qu'elle joue avec un ruban de soie, c'est le fait que lui regarde cette scène. Donc en fait, là, on est, pour l'époque, c'est un érotisme et du voyeurisme assez intense. Parce qu'encore une fois, ça n'avait jamais été fait, ça n'avait jamais été écrit. Ça ne se faisait tout simplement pas. Donc là, on est sur le regard d'un homme violant l'intimité d'une femme. C'est juste pas possible. Et c'est tout ce jeu de je te vois, je te regarde, on est amoureux mais on se le dit pas parce que ça ne se fait pas, parce que toi tu es marié. Lui il s'en fout qu'elle soit mariée, clairement, parce que encore une fois, lui il est un homme de son temps, et un homme de son temps, plus il a de maîtresse, plus il est valorisé, et plus la maîtresse est haute dans l'échelle sociale, plus lui, par ricochet, son succès vient de là. Au bout d'un certain temps, en fait, à se tourner autour, en fait, et elle, parce qu'elle veut être intègre, encore une fois, vis-à-vis de son système de valeurs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en peut plus de se dire que elle est amoureuse d'un autre, en fait. Donc, en fait, elle va aller dire la vérité à son mari. Et ouais, elle va aller dire la vérité à son mari en disant « Écoute, mon chéri, j'ai rencontré quelqu'un, je serais peut-être tombée un petit peu amoureuse de lui, mais ne t'inquiète pas, il se passera rien. » Et c'est ça, précisément, qui a choqué absolument tous les lecteurs de l'époque. À l'époque, il y avait un magazine qui s'appelle Le Mercure de France. On en a encore ici dans notre stock, pour vous dire qu'il y en avait énormément. Et en fait, Le Mercure de France, je ne peux pas vous expliquer. En gros, c'est le Twitter de l'époque, mais vous voyez, pour la masse, en fait, la masse d'informations, la masse de tout le monde échange, tout le monde écrit. Et à l'époque, Le Mercure de France, quand le livre est sorti, ils ont reçu des milliers et des milliers de lettres en disant « C'est un scandale !» Et c'était pas le fait que ce soit le bouquin qui soit écrit. Non, le scandale, ce qui avait vraiment choqué à l'époque les Français. Parce que, imaginez, vous prenez. Maintenant, pour envoyer un tweet ou pour écrire une lettre ou envoyer un mail, c'est super facile, on prend un PC. À l'époque, non. Papier, déjà, tout le monde n'en a pas. Ensuite, il fallait prendre l'encre, enfin l'encrier, enfin voilà, la poster, mettre un cachet de cire, la faire envoyer. Enfin, c'était beaucoup moins impulsif que envoyer un tweet pour gueuler. Donc là, vous imaginez, ils ont reçu des milliers et des milliers de lettres au Mercure de France en disant « C'est un scandale !» Pas le fait qu'elle tombe amoureuse d'un autre, non. Le fait que, elle ne le prenne pas pour amant, et deux, qu'elle le dise à son mari. Ça a été le scandale de l'époque. C'est pour ça que la princesse de Clèves, quand même, faut remettre dans le contexte. Et donc, en fait, elle choisit de dire ça à son mari, pas pour lui faire du mal, pas pour le blesser, bien au contraire, elle fait ça par amour et pour respecter son code de valeur à elle. En disant je suis tombée amoureuse d'un autre, pardonnez-moi, c'était pas ce qui était prévu, voilà. Et en fait, le problème, c'est que le pauvre prince de Clèves, lui, parce qu'à l'époque, je vous dis encore une fois, avoir un amant ou une maîtresse, ça passe crème, il n'y a aucun problème, prenez-le. Par contre, vous ne faites pas gueuler. C'est ça, cette hypocrisie. C'est pour ça que Madame de Charles, la mère de la princesse de Clèves, l'avait prévenue de ça, en disant que l'amour, c'est la perte de l'intégrité. Et en fait,
un peu comme ce qu'a fait Coderlos de Laclos dans Les Liaisons Dangereuses. Lisez ce bouquin, je vous le recommande. En fait, c'est ça, c'est toute cette manipulation de tout le monde sait qu'on couche avec tout le monde, mais par contre, ça ne doit pas se savoir et ça ne doit pas se dire, alors que tout le monde le sait. Donc là, quand elle va voir son mari pour lui dire « Je suis tombée amoureuse de Monsieur de Nemours », bah en fait, lui, au lieu de se dire « Ma femme a l'honnêteté de me dire ça », bah en fait, lui, il comprend de « J'ai couché avec un autre et je vous ai trompé et c'est fini ». Et en fait, lui, comme il se croit cocu, et ben en fait, ça le tue. Pour une fois que c'est un homme qui meurt de ça, mais parce que souvent, c'est les femmes qui « Mon Dieu, j'ai fait une erreur, je meurs ». Là, en fait, c'est lui. Le choc est tellement brutal, il se sent tellement dévalorisé, il se sent tellement pas respecté en tant qu'homme, et vraiment, le choc est tellement brutal pour lui qu'en fait, il meurt. Elle voulait respecter son intégrité, son code de valeur, et en fait, bah, mes petits neuroas, vous le savez, hein, l'intégrité, ça a un prix, ça a un coût. Donc là, en fait, elle voulait juste dire à son mari, et lui, en fait, il a compris autre chose, et ça a fini par le tuer. Donc là, la mort de son mari, en fait, ça va achever, ça va créer un peu ça va fermer la porte de la forteresse, en fait. La forteresse de la princesse de Clèves qui est basée sur son intégrité. Là, en fait, la porte, elle est verrouillée, elle est fermée. C'est juste impossible. Il avait un peu ouvert Nemours, mais là, en fait, c'est juste pas possible parce que maintenant, dans sa tête, en fait, le duc de Nemours est devenu le meurtrier symbolique de son mari et de son mariage. Donc, c'est vraiment un cataclysme pour elle. Mais imaginez maintenant, donc là, elle est veuve. Elle peut, même selon son propre critère à elle d'intégrité, elle peut décider de se marier avec le duc de Nemours parce que elle est veuve, plus rien ne l'entrave, les deux sont libres. Donc, pourquoi pas? À votre avis, elle l'épouse, elle se... Tic, tac, tac, tic. Ben, en fait, lui, comme il a su forcément que le prince de Clèves est mort et que donc elle est veuve, en fait, il lui fait sa demande. Parce qu'il est aussi l'amoureux d'elle, donc il lui fait sa demande. Et bah contre toute attente à lui, hein, parce que lui, il n'a pas l'habitude que les femmes se refusent, et bah en fait, elle lui dit non. Elle lui dit je ne vous épouserai pas, c'est hors de question. Et en fait, ça a été un choc aussi pour les lecteurs, parce que c'est la première fois qu'elle lui avoue être amoureuse de lui. Et encore une fois, les femmes qui avouent des sentiments dans les bouquins à l'époque, ça ne se fait pas. Les femmes, on leur prête des... Vous voyez toujours on projette toujours tout ce qu'on veut sur les personnages féminins et sur les femmes de manière générale, on leur demande pas leur avis en fait. Et elles n'ont pas le droit de penser par elles-mêmes. Donc là, vous avez une femme veuve, indépendante, et qui dit à l'homme qu'il aime et qu'elle aime que non, ils ne se marieront pas. Pour l'époque, ça passe pas du tout, c'est très violent. Et en fait, pourquoi elle lui dit qu'ils vont pas se marier? Elle ne fait pas ça pour Roger, elle fait pas ça pour le narguer, ou elle fait pas ça. En fait, elle lui explique pourquoi elle ne veut pas l'épouser. Et enfin, elle lui explique, pardon, qu'elle l'aime et vraiment qu'elle est amoureuse de lui, mais qu'elle ne va pas l'épouser pour lui faire comprendre en fait ce qu'il perd. C'est juste ça. C'est pas un jeu pervers de manipulation, c'est elle en fait. Elle se retrouve dans son intégrité. C'est même pas vis-à-vis de son mari, c'est pas vis-à-vis de lui, c'est vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de son propre système de valeurs. Et en fait, elle lui explique qu'elle a beau être amoureuse de lui, elle a beau avoir des sentiments pour lui. En fait, le texte dit notre amour est teinté de sang. Elle peut pas se pardonner que son mari, même si elle l'aimait pas, même si elle n'avait pas de désir pour lui, elle n'avait que du respect. Elle ne se pardonne pas qu'il soit mort, entre guillemets, par sa faute, ou en tout cas par la faute de cet amour. Donc pour elle, c'est juste pas possible de passer à autre chose parce qu'elle se sent vraiment coupable de sa mort. Là, on est sur une loyauté. Mais alors, une loyauté de dingue. C'est un trait de caractère que les neuroas, on a beaucoup. On a beaucoup d'entre nous partageons
ce trait de caractère. Ceux qui me connaissent savent que moi, ma loyauté, elle est à un niveau, mais alors, de dingue. Et c'est pour ça que je comprends parfaitement, la princesse de Clèves, qui, même si la personne est morte, même si on pourrait dire, bah c'est bon débarras, il n'est plus là, non. Même dans le deuil, même dans le post-mortem, elle lui reste loyale. Et ça, c'est... déjà à l'époque, on a un peu de mal à l'heure actuelle à comprendre vraiment ce que c'est de la loyauté et de le respecter. Mais alors au XVIIe siècle, à une époque qui était complètement différente, la loyauté, mais c'était surtout pour les affaires de mariage. À l'époque, un mariage, c'est vraiment un business. Enfin, c'est vraiment... il y a vraiment des raisons. On se marie pour des terres, on se marie pour un titre, on se marie. Mais l'amour, ça n'existe pas. Le mariage d'amour, pour info, il a été inventé. Alors, c'est une invention féministe, ça va peut-être vous choquer, mais le mariage d'amour, c'est une invention féministe parce qu'à l'époque, justement, avant, on ne se mariait que pour des raisons. Et quand les femmes ont milité pour avoir le droit de se marier par amour, ça a été une révolution. Maintenant, on milite pour ne plus avoir besoin de se marier. Ça, c'est une autre étape. Mais vous voyez ce que je veux dire. À l'époque, donc le mariage d'amour, 19e, 20e siècle, hein, vraiment à cette frontière-là. Avant, il n'était même pas... ça ne servait à rien d'en parler, ça n'existait même pas. Donc vous imaginez dans la tête des gens, à l'époque, une femme, alors qu'elle l'aime, qu'elle lui dit, elle refuse. Parce qu'elle est loyale à son mari décédé. Et c'est là, en fait, la révolution du texte, c'est qu'elle est d'une lucidité glaciale. Et vraiment, ça me rappelle vraiment Les Liaisons dangereuses. C'est un bouquin que j'ai adoré, comme La princesse de Clèves. On est sur la scène finale de Les Liaisons dangereuses. Je pense que je vous ferai un épisode dessus. Vous me le dites si ça vous intéresse, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un épisode dessus. Mais en fait, elle lui dit, vous êtes un séducteur, je suis votre nouvelle proie, votre nouveau challenge, grosso modo. Donc si je vous cède, vous allez vous habituer à moi. Moi, je me perds et vous, en plus, vous finirez par me tromper parce que de toute façon, c'est votre mode de fonctionnement. C'est vraiment un Valmont. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose de tout de suite maintenant, une fois qu'on l'a, on s'en fout en fait, on a perdu le goût. Et là, en fait, elle est vraiment là-dedans et elle a très bien compris de qui elle est tombée amoureuse. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle lui dit « Je vous aime, mais en gros, vous n'êtes pas à mon niveau, vous n'avez pas mon intégrité et je mérite mieux que ça. » Donc, c'est vraiment l'amour version atypique, et vous savez très bien de quoi je parle, mes petits neurois. C'est soit c'est un amour intense, soit c'est rien. Il n'y a pas de... c'est on ou off. Il n'y a pas de truc tiède et il n'y a pas... soit on est embarqué ensemble vraiment sur le même rythme, sur le même... soit on s'embarque pas du tout. Et elle, en fait, la princesse de Clèves, à cet instant, elle préfère souffrir tout de suite à l'instant T et après être tranquille, plutôt que de souffrir d'une tromperie beaucoup plus intense dans le futur. Là, elle sait que, en fait, il va juste lui manquer, mais son intégrité sera toujours là, elle n'aura pas de regrets, et elle sera en paix avec elle-même. Et c'est vraiment un choix qu'elle fait. Donc en fait, elle reste entre guillemets de marbre, et ça rappelle vraiment les liaisons dangereuses, parce que là, pour le coup, c'est avec Valmont, et elle choisit le repos. Mais quand on dit le repos, c'est le repos mental. Il ne faut pas confondre le repos et l'ennui. En fait, elle ne veut pas de drama. Elle ne veut pas oui, mais je sais qu'il va me tromper. Oui, mais je... Non, en fait, au lieu de se dire est-ce que mon mec me trompe, est-ce que ma femme me trompe, est-ce qu'elle a couché avec quelqu'un, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, est-ce que... En fait, elle se retire du jeu, elle se retire de la société en mode mais en fait, ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, c'est pas mon délire, c'est votre truc à vous et je vous le laisse. Moi, j'ai été mariée, je suis veuve et maintenant, elle va dans sa forteresse à elle. C'est-à-dire qu'elle préfère la paix psychologique à l'adrénaline de la passion. Vraiment, elle choisit en conscience une paix. Et en fait, c'est vraiment une révolution parce que c'est l'indépendance d'une femme qui réalise, ou qui fait, c'est pas qu'elle réalise, c'est qui fait comprendre aux alentours que elle n'a pas besoin d'un homme pour être complète. Elle n'a pas besoin... En fait, il lui manque rien. Et elle préfère, en fait, et ça, vous savez très bien de quoi je parle, mes petits neuroas, elle préfère un souvenir parfait. Et elle choisira toujours un souvenir parfait à une réalité quelconque. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide de se retirer dans la solitude. C'est vraiment le premier acte féministe de la littérature française. C'est une femme qui décide, en alignement, dans sa propre cohérence,
que son intégrité, son système de valeurs est plus important que le bonheur amoureux et que le bonheur que la société a décidé que quand tu es une femme, tu dois vivre ci et tu dois vivre ça. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir la princesse de Clèves parce qu'aujourd'hui, Eurydice nous a préparé ce petit trésor. J'adore encore une fois. Vous voyez, on est sur du livre ancien, mais on est sur du beau, on est sur du simple, on est quand même sur du claque. Ça claque un peu quand même parce que vous voyez, là, on a la tranche dorée. Et là, ouvrons l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on découvre? Nous découvrons un livre magnifique, en merveilleux état, de la librairie Ferrérol. Et là, on est en 1914. On est du récent, exemplaire numéroté. Donc il est plus rare. Il est encore plus rare que les autres parce que forcément, si c'est un exemplaire numéroté, c'est qu'il est sur le haut du panier. Vous voyez l'état, il est exceptionnel. Et il a eu plusieurs autres propriétaires qui en ont pris excessivement soin, parce qu'encore une fois, ce livre a plus de 100 ans et il ne veut plus qu'une chose à l'heure actuelle, c'est trouver sa nouvelle maison. Donc comme d'habitude, je vous le répète, ici on est sur des exemplaires uniques, on n'a pas de dropshipping, on n'a pas de... nos bouquins, ils ont plus de 100 ans, donc pour les retrouver, c'est quand même relativement très compliqué. Sur ce, n'oubliez jamais la leçon des livres. Lire est un acte de survie et votre esprit est le territoire que vous seul pouvez protéger. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous le 2e et le 4e dimanche du mois pour notre prochain refuge dans votre librairie.